Le 16 novembre 1871, c'est dans la région de Buckland, dans le comté de Bellechasse, qu'on retrouve le corps de Malvina Bissonnette. Elle a été empoisonnée par son mari, qui s'appelait Villebon Bissonnette. Comme on a vu la semaine passée, on a dit que, dans le cas de Hubert Banville, que le moyen d'empoisonnement était rarement utilisé par les hommes, c'est plus un moyen. Donc, on a deux cas ici, la même année, d'empoisonnement. Donc, est-ce qu'on pourrait se poser des questions? Est-ce que c'était plus populaire au 19e siècle d'empoisonner? Et est-ce qu'il n'y avait pas de tendance de sexe, si on veut, là, pour l'utilisation de poison? Donc, lui, il tue sa femme, il se débarrasse de sa femme parce que il voulait tout simplement, il se disait qu'il en avait assez de cette union-là. Donc, le procès de Bissonnette, on l'a qualifié de long pour l'époque, parce que les procès, même pour meurtre, semblent être assez courts à cette époque-là. Des fois, c'est une journée, 2 journées. Ça se passe donc à Montmagny, devant le juge René-Édouard Caron. La défense a apparemment été incapable de présenter la moindre circonstance atténuante. Donc, il a été reconnu coupable et sa pendaison a été fixée au 31 mai 1872 à la prison commune de Montmagny. Selon Maître Clément Fortin, qui est auteur de quelques livres là, étudiant certains procès, mais sans avoir étudié celui-ci en détail, nous apprend que Bissonnette s'est évadé pendant l'attente de son exécution, mais on l'a rattrapé assez rapidement. Le condamné a voulu consacrer ses derniers moments à la prière. C'est ce que nous révèlent les journaux de l'époque. Comme tous les condamnés, évidemment, il a eu droit à sa messe, sa propre célébration religieuse. Et selon les journaux, c'est à 8 heures qu'il s'est préparé pour le supplice. Donc, il a fait son apparition sur l'échafaud à cette heure-là, conduit par 2 exécuteurs, apparemment, c'est ce qu'on écrit dans les comptes rendus de cette époque, qui lui ont lié les mains. On a décrit sa démarche comme étant ferme et assurée, mais il faut faire attention à certains commentaires des reporters à l'époque, qui d'ailleurs ne signaient pas leurs articles, c'est difficile de les identifier, mais la démarche ferme et assurée, ce sont des termes qu'on a vus souvent à travers les époques. Donc, je ne sais pas si on manquait à cette époque-là de qualificatifs ou d'imagination littéraire pour décrire, soit dit en passant, une marche assez dramatique et sombre. Il paraissait aussi résigné et on a décrit son visage comme étant, on peut le comprendre aussi, là, assez pâle. Donc, une fois sur l'échafaud, il s'est tourné devant les spectateurs qui étaient là et puis il a avoué son crime et demandé pardon. Il aurait même dit, et je cite, « Lorsque vous serez à genoux ce soir, dit-il en terminant, je vous demande une prière pour l'âme de Villebon Bissonnette qui paraîtra aujourd'hui devant son Créateur pour rendre compte de ses actes. » Et voilà, ce furent ses dernières paroles. Il dit alors adieu au prêtre, le bourreau s'est approché de lui baissa le bandeau sur les yeux, ajusta la corde à son cou, et, un instant après, la trappe tomba, et Bissonnette fut lancée dans l'éternité, comme on avait l'habitude de le dire aussi à cette époque-là. Ce qu'il y a d'un peu plus terrible, c'est que l'agonie du supplicié s'est prolongée durant une quinzaine de minutes. Et puis, on a dû attendre jusqu'à 45 minutes avant de décrocher son corps de la corde pour le confier aux médecins de la prison qui se sont chargés de constater le décès comme c'était la coutume. Et on faisait aussi une enquête de coroner, là, vite faite, là, juste pour conclure la chose de façon officielle. Ce qui est intéressant dans le cas de Bissonnette, c'est que mes recherches m'ont permis de trouver dans un journal qui s'appelait L'Écho de Lévis un compte-rendu de ce qui est devenu des 2 exécuteurs, donc les 2 bourreaux, qu'on ne nomme pas, mais on écrit ceci à leur sujet. Les 2 hommes qui avaient accepté la triste mission de se faire les exécuteurs de la justice s'embarquèrent dans l'après-midi à Saint-Thomas sur le train qui revenait de la Rivière-du-Loup. L'un des 2
ayant eu l'imprudence d'exhiber l'argent qu'il avait reçu comme prix de sa triste besogne, et de dire qu'il n'était pas désagréable de pendre quelqu'un parce que cela payait bien, fut saisi par la foule à Saint-Pierre de la rivière du Sud et précipité hors des chars, ça c'est les wagons, à coups de pied et de poing. L'autre, qui avait été enfermé dans un char à bagages, fut aussi découvert et fort maltraité. Il avait la figure déchirée et presque méconnaissable. Donc, on peut en déduire que les gens de cette région-là n'appréciaient peut-être pas la condamnation à mort ou le fait que les bourreaux, qui ont toujours eu un rôle controversé, pouvaient se vanter de cet emploi-là.